Salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver pour une toute nouvelle critique, une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau podcast sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires si vous allez bien. On se retrouve donc pour la troisième critique, la critique de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le troisième livre de la saga Harry Potter qui en compte 7. J'ai fait la critique de Harry Potter, l'école des sorciers, Harry Potter, la chambre des secrets. Si vous souhaitez les voir, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Le lien sera en description pour voir les précédentes critiques si vous le souhaitez. Les 4 prochaines arriveront dans quelques semaines. Après, vous inquiétez pas. C'est en cours de préparation. Je m'y attelle, je suis au travail. Et aujourd'hui, c'est la critique du troisième volume, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. De quoi parle le livre? Donc c'est un livre écrit par J.K. Rowling, édité par Gallimard Jeunesse pour la collection Folio Junior. Je vais vous lire la 4e de couverture. Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, recherche Harry Potter. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa 3e rentrée. Au programme, des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hippogriffes. Mais Harry, est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace? C'est un résumé, une 4e de couverture, qui donne envie de lire. Et je vais vous le dire, moi j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Par rapport aux précédents, aux 2 précédents, je ne sais pas, je le place au-dessus du 2. Ça c'est clair et net. Est-ce que je le place à égalité avec le premier? Est-ce que je le place légèrement au-dessus? Je ne sais pas encore. Je le verrai en faisant la critique. J'ai beaucoup hésité, hein, d'ailleurs, pour voir un peu où je mettais ce livre. Mais en tout cas, il est beaucoup mieux que le précédent. En même temps, le précédent m'avait donné vraiment une mauvaise image, m'avait donné une mauvaise impression. Et là, on sent que ça a été arrangé, les erreurs ont été arrangées. Il y a beaucoup de points positifs. Il y a quelques points négatifs, mais beaucoup de points positifs. Alors, par où je vais commencer? Je sais jamais. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas des points positifs et négatifs dans l'ordre de l'histoire. Je mets tout à l'arrache comme ça, et au final, c'est juste des passages, des points qui m'interpellent, et je ne sais pas trop comment arranger ça, vous dire ça. Mais bon, on va commencer par les points négatifs, je pense. Euh, En gros, dans l'intrigue de Harry Potter, il y en a, on va dire, trois. Il y a vraiment trois, quatre intrigues. Il y a deux grosses intrigues. Une intrigue avec un hippogriffe, donc c'est un animal du monde des sorciers. Un hippogriffe qui s'appelle Buck. Il y a l'intrigue de Sirius Black. Et il y a deux petites intrigues. L'intrigue avec Ron et Hermione qui se disputent tout le temps. Et une petite autre intrigue avec Préolard. On reparlera après de ces deux intrigues, des deux petites intrigues. L'intrigue Sirius Black, on en reparlera après. C'est un point positif, vous verrez. Mais l'intrigue de l'hippogriffe, moi je l'ai trouvée longuette. Elle prend beaucoup de place dans le roman, dans l'histoire, parce que ça joue un rôle important à la fin. Mais je trouve que ça prend trop de place. On s'y attarde trop longtemps dans l'histoire. Ça prend des dizaines et des dizaines de pages. C'est longué. En fait, là, c'est le même problème qu'avec les chapitres longués, qui paraissaient très longués, de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Sauf que là, c'est une intrigue complète, donc l'avantage, c'est que c'est pas tous les chapitres, c'est que c'est quelques passages dans l'histoire. Mais moi, l'intrigue de l'hippogriffe, ça m'a ennuyé. Je trouve qu'on n'est pas pris dans cette intrigue. Il n'y a pas d'effet dramatique, il n'y a pas d'effet de peur pour l'animal. Il n'y a pas de... Non, vraiment, j'ai pas ressenti d'émotion pour cette intrigue. J'ai même ressenti plus de l'ennui. Et je trouve que ça prend beaucoup de place dans l'histoire. Et ça, c'est un point plutôt négatif, hein, on va pas se mentir. Parce que ça prend beaucoup de place dans l'histoire et c'est long. On n'est pas pris dans cette intrigue. C'est dommage. Ensuite, je vais vous parler maintenant de la fin. Donc bien sûr, il y aura des spoilers dans cette vidéo. Je vais vous parler de la fin et du retourneur de temps. Le retourneur de temps, donc c'est l'avantage, c'est que ça dure qu'un chapitre, le chapitre 21, qui porte le même nom. Donc non, chapitre 21, le secret d'Hermione, c'est ça. Donc c'est vraiment
à la toute fin du livre, hein, je vous le dis, là c'est vraiment la toute fin. Alors que l'hippogriffe, ça prend toute l'histoire. Le secret d'Hermione, ça prend un seul chapitre d'une trentaine de pages, je dirais. Attendez, je vais regarder rapidement combien de pages ça prend. Je vous dis ça dans quelques secondes. Ouais, c'est ça, ça prend ouais, 30 pages environ. C'est 30 pages longues, longuettes. Et vraiment, c'est le truc. Genre, je savais pas trop comment me démerder à la fin. Donc j'ai pris cet objet et voilà comment résoudre tous mes problèmes. En fait, c'est un peu le Deus Ex Machina, quoi. C'est le truc qui tombe du plafond et ça vient, hop, ça vient, c'est l'objet magique par excellence, quoi. Non, c'est pas possible. Cette fin, elle est mal écrite. Euh, c'est pas bien, c'est pas bon. Ça prend du temps déjà dans l'histoire. Ça prend moins de temps que dans le film. Encore une fois, je ne juge que l'aspect du livre, hein. Je juge pas, je critique pas l'adaptation. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup moins de temps que dans le film. Dans le film, on s'y attarde plusieurs minutes, mais c'est aussi chiant. C'est un peu moins chiant que dans le film. Je vais pas vous l'accorder, mais c'est trop. Non, c'est pas possible. C'est l'objet divin par excellence, quoi. C'est le. Je sais pas trop comment exprimer ça. C'est. Je pense que de l'avoir dit suffisamment, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir, en fait. En gros, c'est le truc qui fait que ça résout tous les soucis, mais trop facilement, en fait. Il y a l'objet qui vient, on n'en entend jamais parler de toute l'histoire. Jamais parler du début à la fin. Il y a des petits indices par-ci par-là peut-être. Et encore des indices, on verra, on parlera d'indices après, dans un prochain point négatif, vous verrez. Euh, mais c'est un objet qui vient comme ça d'un coup pour sauver la situation des personnages qui étaient mal embarqués. Mais ça vient d'un claquement de doigts, on s'y attend pas. C'est limite Joséphine l'ange gardien qui tombe du ciel, quoi. Ouais, c'est pas bien, franchement. Et ça m'a déçu. Quand même, j'aurais préféré une autre fin, j'aurais préféré une autre façon de régler la fin. Euh, Peut-être meilleure, je sais pas s'il y avait possibilité de faire une fin meilleure, mais en tout cas, la fin est mal écrite, mal faite, mal embarquée, et ça, c'est dommage. Parce que du coup, ça laisse une mauvaise impression quand même, alors que le reste de la lecture, je vous verrai, j'ai une très bonne impression, j'ai des très bonnes sensations dans cette lecture. Mais cette fin avec le retourneur de temps qui tombe par hasard comme ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Heureusement que ça dure qu'un chapitre et que ça dure pas plusieurs chapitres et que c'est pas un objet utilisé dans les précédents livres et normalement qui ne sera pas utilisé dans les précédents livres pour avoir vu les films, tous les films, normalement c'est pas utilisé. J'espère qu'ils réutiliseront pas cet objet dans les prochains livres parce que sinon ça cassera tout le délire, quoi. En plus, c'est compliqué de faire des trucs de voyage dans le temps, donc bravo quand même d'avoir tenté. Mais ouais, c'est pas bon. En plus, il y a une règle, genre c'est de pas se faire remarquer. Les gars, vous allez pas me dire qu'il y a personne qui vous remarque, quoi. Même moi, je me suis dit, ouais, fais pas genre, je pense qu'il y a, normalement, t'aurais dû te faire remarquer, quoi. C'est parce que l'histoire voulait que tu te fasses pas repérer, que tu te fais pas repérer, sinon, normalement, t'aurais dû te faire repérer, quoi. C'est tout. Donc voilà. Une intrigue trop longue avec l'hippogriffe, un objet inutile qui vient casser la fin, qui vient gâcher cette fin, qui était très bonne, vous allez le voir. Et justement, en parlant de la fin, malheureusement, un autre point négatif de la fin, c'est qu'on devine un peu trop facilement le dénouement, une partie de la fin de l'histoire. Ça donne trop d'indices. Notamment la partie du chien et du Sinistros. À un moment donné, plusieurs fois dans le livre, on parle d'un chien de yeux brillants, euh, plutôt de yeux brillants. On parle pas d'un chien tout de suite. On parle de yeux brillants qui brillent dans le noir et qui observent Harry, qui observent les alentours. Et on sait que Sirius Black est recherché et veut tuer Harry. En tout cas, c'est comme ça que c'est amené dans l'histoire. On se doute que ce chien, c'est Sirius Black. Et malheureusement, la fin nous donnera raison. Vous verrez. J'essaie de pas trop spoiler, mais la fin nous donnera raison. Et on se doute trop facilement de tout ça. Et on se dit, mais mec, Harry, c'est un aventurier. Tu nous l'as montré dans les précédents livres. Pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu vas pas vers le chien? Pourquoi tu vas pas vers les yeux brillants? Voilà. En fait, ça dénote complètement le caractère des personnages n'est pas
y a une petite incohérence au niveau des caractères, je trouve. Notamment du caractère de Harry, intrépide, voyageur, qui aime enfreindre un peu les règles. Bah là, mec, tu vois des yeux brillants, euh, on se doute de qui est cette personne, fais pas genre que t'as pas compris, fais pas genre que t'as pas envie d'aller voir, vas-y quoi. Et malheureusement, cette fin, un peu, on se doute de tout ça. Pareil, à un moment donné, on parle d'une carte du maraudeur, vous verrez, une carte en gros d'un plan de l'école, et on voit que il y a un professeur, un des nouveaux personnages, le professeur Lupin, point positif, on verra après, qui est un peu perd ses moyens, pas perd ses moyens, mais qui est un peu troublé face à cette carte. On se doute bien qu'il y a un truc, quoi. Et la fin nous confirmera clairement. Donc je trouve qu'on se doute un peu trop de la fin. C'est trop facile. On sait qu'il va avoir un retournement de situation. Tout le monde nous dit Sirius Black c'est le méchant, etc. On se doute bien que c'est peut-être faux. Et malheureusement, la fin confirmera que c'est faux. Et le fait d'avoir ce dénouement un peu trop attendu, malheureusement, ça gâche cette fin, qui est quand même plutôt bonne, hein, on verra. En tout cas, il y a une partie de la fin qui est pas mal, mais le retourneur de temps, l'histoire de l'hippogriffe qui est trop longuette, et le fait qu'on devine assez facilement la fin, le fait que certains caractères des personnages n'est peut-être pas suffisamment respectés, notamment celui de Harry, bon, notamment avec ce passage des yeux brillants dans le noir, dans la nuit. Bon, malheureusement, c'est des points négatifs. Et dernier point négatif que j'ai relevé, c'est c'est un peu débile à dire parce que le titre de la saga c'est Harry Potter, mais malheureusement, je trouve que l'histoire tourne trop autour de Harry. Cette histoire, on se concentre sur Harry, 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 Harry. Harry est en danger, il faut protéger Harry, attention, Harry ceci, Harry cela. On ne développe que quelques personnages, mais on ne développe pas assez les personnages. On ne s'attarde pas assez sur les personnages alentours. Et malheureusement, j'ai trouvé que là, ça se voyait trop sur ce livre. Je ne sais pas si ça se verra sur les prochains. Et malheureusement, si c'est ça, ça sera dommage. Parce qu'on aurait envie d'en savoir plus sur d'autres personnages, sur le caractère de d'autres personnages. On a eu des petites bribes d'informations, au cours du premier livre notamment, qui avaient donné des petits indices sur la suite de l'histoire, sur comment certains personnages auraient pu se développer. Et malheureusement, on ne se concentre pas assez sur ce développement des personnages. Tout autour de Harry, on se concentre un petit peu sur les nouveaux personnages. Bon, on verra, c'est un point positif d'ailleurs, c'est bien tourné, etc. On verra. On se concentre un peu sur Ron et Hermione, les amis de Harry. Mais on se concentre plus du tout sur Neville, qui était un personnage quand même important dans le premier livre. On se concentre plus du tout sur lui. On se concentre plus trop sur d'autres personnages qu'on aurait envie de voir, sur les professeurs par exemple, sur Dumbledore peut-être, sur... Ouais, c'est dommage, vraiment c'est dommage. Il y a 4 points négatifs, donc l'histoire de l'intrigue de l'hippogriffe trop longuette, le retourneur de temps trop cheap, trop tombé du ciel, trop éléments magiques, bah, trop magique là bien sûr, une histoire qui tourne trop autour de Harry, qui se concentre pas assez sur d'autres personnages, d'autres points. On verra quand même, c'est un argument, un point négatif à mesurer, parce que vous le verrez prochainement dans les points positifs, qu'il y a quand même certains personnages développés, certains pans de l'histoire ou des intrigues, des personnages sont plutôt bien développés, vous verrez. C'est positif. Et après, dernier point négatif, c'est le dénouement assez facilement reconnaissable, assez facilement devinable. Je sais pas, on devine trop facilement ce qui va se passer à la fin. Maintenant, les points positifs, concentrons-nous sur les points positifs qui sont nombreux. J'en ai relevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points positifs. En plus des points positifs bien développés, etc. Pas comme les précédents où c'était quelques mots. Là, c'est vraiment plus détaillé, vous allez voir. J'ai dit que l'histoire était trop tournée autour de Harry Potter. C'est le nom de l'histoire en même temps, mais bon, on aurait aimé que ça tourne autour aussi de d'autres personnages. Mais les découvertes qu'on fait sur Harry, je trouve, et sur le monde magique en général, je trouve que c'est plutôt intéressant. On découvre le passé de Harry beaucoup mieux.
notamment le passé de son père, les amis de son père. La place du père, c'est une histoire importante et je trouve que c'est bien développé dans l'histoire, justement, vous allez voir. On apprend que les sorciers doivent passer des diplômes, le buse, les buses, l'aspic. C'est plutôt intéressant de voir ça. En fait, c'est un peu comme une scolarité standard de moldu, comme ils appellent dans le livre, avec le brevet des collèges et le bac. Bah là, eux, ils ont un genre de brevet, c'est les buses. Ils ont un genre de bac, c'est les aspics. Et ça, on le développe seulement. Je ne sais pas si on le développe dans les si on en entend parler avant, mais en tout cas là, c'est bien noté dedans, c'est bien, on précise deux trois fois dans le roman. Et par contre, on ne développe pas assez les métiers que ça peut donner. On n'apprend pas assez sur les métiers du monde magique, à part peut-être tenir des commerces, comme on le sait avec le chemin de traverse, etc. À part ça, on ne sait pas trop les métiers du monde magique. Travailler au ministère, très bien. Peut-être qu'il y a d'autres métiers. On l'apprendra peut-être dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, ça c'est bien, c'est plutôt intéressant de voir que un peu comment ça se passe pour les élèves dans le monde magique. On en connaît un peu plus sur la prison des sorciers à Azkaban. Il y a quelques bribes d'informations dans la chambre des secrets avec Hagrid qui est envoyé à Azkaban. Et là, on connaît un peu mieux le fonctionnement, notamment à la fin, hein, où Sirius Black parle un peu plus du quotidien à Azkaban. On voit que c'est un peu sombre, c'est un endroit où on n'a pas trop envie d'être en fait, clairement. Donc ça c'est plutôt intéressant. On découvre également le village magique. On voit un village magique, un village de sorciers où il n'y a aucun moldu, aucun non magique. Et ça, c'est plutôt intéressant. Malheureusement, on ne voit pas trop la vie dans le village. Ok, il y a quelques commerces. C'est plutôt un village touristique, en fait. C'est pas un village... on voit pas... On décrit pas vraiment la vie dans le village. On décrit simplement le fait que c'est un village où certains week-ends, les élèves vont. On voit qu'il y a quelques commerces. Des commerces de bonbons, des commerces de farces et attrapes. Un genre de bar, d'auberge. C'est plutôt intéressant, d'accord. J'aurais aimé que ce soit plus développé. Peut-être que ce sera plus développé prochainement dans les prochains livres. Mais c'est quand même intéressant de voir, d'en voir un peu plus sur le monde magique. On voit aussi qu'il y a une relation moldu-sorcier. On voit encore plus là dans ce livre-là, parce qu'on apprend au début qu'en fait Sirius Black c'est un prisonnier très dangereux pour les sorciers. C'est ce qu'on nous dit au début. Il est tellement dangereux qu'en fait on apprend que le ministre de la magie est en contact avec le ministre des Moldus, des non-sorciers. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les autres livres, je ne pense pas en tout cas. Et c'est bien, on voit qu'il y a vraiment un monde en dehors de l'école. On voit que tout n'est pas centré autour de l'école, et autour du monde magique, et que les Moldus sont, en tout cas les Moldus haut placés, sont plutôt au courant de ce qui se passe de l'existence des sorciers. C'est un peu comme les théories du complot, hein. Comme certaines théories du complot qui disent que les gens au sommet de l'État, les gens puissants, seraient au courant de choses qu'on ne sait pas. Bah là, c'est un peu pareil, en fait. C'est peut-être ce que ça veut dénoncer, je sais pas, je pense pas que ça veuille dénoncer quelque chose. Mais en tout cas, c'est ce que ça dit. Et également, on en voit un peu plus sur les nouveaux cours, sur de nouvelles facettes de l'apprentissage des élèves, avec notamment la divination, carrément, c'est une filière, une option dans le monde des sorciers. Apprendre la divination. Bon, c'est un peu décrié cette option-là, la divination, dans le livre. On peut comprendre pourquoi. Hein, voilà, c'est un peu des trucs de charlatans. Voilà, ça dénonce un peu le charlatanisme. Tu vois, on voit que l'autrice peut-être ne croit pas trop en la voyance. Je ne sais pas. Vous allez voir que la voyance a un rôle important. À la fin, on en parlera un peu après. Et on a aussi le cours de soins aux créatures magiques. On voit que les sorciers étudient aussi les moldus, mais du point de vue des sorciers. On apprend aussi qu'il y a des cours d'arrêt de enseignement. On sait pas trop à quoi ça sert. J'ai pas trop compris à quoi ça servait. Je pense pas que ce soit expliqué correctement dans le roman, mais en tout cas, la découverte du monde magique, on en apprend encore un peu plus. Et je trouve que ça, c'est toujours un point positif dans ces livres. C'était un point positif dans la chambre des secrets, un point positif dans l'école des sorciers, c'est un point positif dans le prisonnier d'Azkaban. C'est un livre légèrement plus long également, donc le premier faisait 300 pages, le deuxième faisait 350 pages, mais on sentait les 50 pages en plus. Ce troisième livre fait 450 pages environ, et c'est un livre où on ne sent pas ces quelques pages en plus par rapport au second. On est très pris dans l'intrigue.
Heu, on apprécie l'intrigue. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ce livre. Je trouve que les points positifs, en fait, sont tellement positifs qu'on est vraiment pris dans le monde. Par rapport au second, on était un peu moins dedans, à cause du chapitre long, des chapitres trop longuets. Là, comme il n'y a que l'histoire de l'hippogriffe qui est un peu trop longuette, et que les points négatifs viennent surtout à la fin, le reste de l'histoire, c'est quand même plutôt intéressant. Toute l'histoire de Sirius Black, on a quand même envie de savoir à la fin ce qui va se passer. On a envie d'en savoir plus. On évoque le passé de Harry. On se doute bien que la première version qu'on apprend, c'est pas la bonne, mais on a envie de savoir vraiment la véritable version. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est vraiment les 100 pages en plus par rapport au second roman, on ne les sent pas. On ne les sent pas et on les sent beaucoup moins que les 50 pages en plus qu'il y avait dans la Chambre des Secrets. Et c'est un point très positif. Euh, le livre, les caractères des personnages est plutôt en accord avec l'âge des personnages du livre. Dans le livre, les personnages ont 13 ans, les élèves, je parle, ont 13 ans. Et il y a deux intrigues principales chez les élèves. Il y a notamment une brouille entre Ron et Hermione à cause de pas grand-chose, une broutille en fait, à cause d'un animal, Ron a un rat, Hermione a un chat, et ça s'embrouille à cause que le chat embête le rat. On comprendra pourquoi après. Euh, on se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Mais en gros, ça s'embrouille pour pas grand-chose. Voilà, une petite parole mal placée, une petite parole mal dite, un petit ton plus haut que l'autre, entre guillemets. Euh, et c'est des embrouilles pour pas grand-chose. En fait, c'est des embrouilles de gamins. Et c'est un peu en accord avec l'âge des personnages. Et on a également un thème important abordé dans le livre, c'est la recherche d'un père pour Harry. Euh, Tout tourne autour de la recherche d'un père. Le thème du père est central et je trouve que c'est quelque chose d'important parce que souvent, les enfants à cet âge-là, autour de 13, 14, 15 ans, autour de l'âge de la préadolescence, l'adolescence, souvent les adolescents sont en, termes en recherche de repères et en cherche d'une figure maternelle et d'une figure paternelle. Et on voit que c'est en accord avec l'âge des personnages. Harry est à la recherche d'une figure paternelle qu'il retrouve dans un premier temps avec Rémus Lupin, le professeur Lupin, et qu'il retrouve par la suite avec Sirius Black, où on apprend que Sirius Black est le parrain de Harry. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, du coup, les livres sont vraiment bien écrits parce qu'ils sont en accord avec l'âge des personnages. Ou parfois, certains livres peuvent ne pas trop respecter l'âge des personnages. Mais là, c'est bien respecté. Je trouve que c'est quelque chose de cohérent dans l'histoire et il faut le souligner. On a des nouveaux personnages très sympathiques. Sirius Black, on s'y attarde pas trop, on s'y attarde vraiment pas assez, je trouve. Mais en tout cas, il nous paraît sympathique, il a l'air plutôt intéressant. Très mystérieux, mais je trouve qu'il est plutôt intéressant. Mais surtout, le personnage le plus intéressant, c'est Rémus Lupin. Le gars, en fait, c'est limite un nouveau père pour Harry, ça reprend le point précédent, et on s'y attache, en fait, on s'y attache comme Harry. Le fait d'être concentré autour de Harry, quand même, c'était un point négatif que j'ai souligné, mais en fait, on s'y attache vraiment comme un père. On sent que pour Harry, Lupin est un genre de père, et c'est encore amplifié dans le film. Dans le livre, c'est un peu moins amplifié, mais on le sent, et je trouve qu'on s'y attache très vite. Très vite, on sent que c'est un prof passionnant. Il aime la matière il enseigne les défenses contre les forces du mal, le poste maudit dans le livre. Et on sent qu'on s'y attache, il a l'air d'être sympa, on a envie d'être à ses côtés, d'apprendre à le connaître, et de l'avoir comme prof également. Et on a également un genre de Gilderoy Lockhart numéro 2, si je peux dire ça, bis, moins présent que Gilderoy Lockhart dans le précédent livre. C'est un tableau de chevalier qui sort des blagues, qui est très marrant. C'est plutôt très intéressant. Moi, j'ai bien aimé ce tableau. Ça apporte une touche d'humour à l'histoire et c'est plutôt très intéressant. Je prends du temps, hein, mais c'est bien. Ça veut dire que je m'améliore au niveau des critiques parce que je développe beaucoup plus les points positifs, négatifs. Comme je l'ai dit, on est pris facilement dans l'histoire.
On a envie de savoir ce qui va se passer. On est happé par la suite de l'histoire, même si, comme je l'ai dit, on devine facilement le dénouement. Mais c'est un point positif, on est très vite pris par l'histoire. Je ne sais pas si c'est le fait que le deuxième livre soit moins bon, donc du coup, le fait que le troisième livre soit d'un meilleur niveau, d'un meilleur calibre, fait que tout de suite, c'est tout de suite mieux, on est tout de suite mieux pris dans l'histoire. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un point que j'ai remarqué dans ma lecture. On développe un peu plus les personnages, notamment Ron et Hermione, comme je l'ai dit. La relation Ron et Hermione un peu tendue. Mais comme je l'ai dit, c'est également un point négatif parce que, à part Harry, Ron et Hermione, Lupin un petit peu, Sirius Black, le professeur Rogue, c'est quelques personnages sur lesquels on s'attarde, mais on s'attarde pas sur d'autres personnages qu'on aurait aimé découvrir plus. Par exemple, Neville. Moi, Neville, c'est un personnage que j'ai envie d'en savoir plus. On le développe bien dans le premier livre. Il est complètement ignoré dans le second et dans le troisième, à part pour dire que c'est un peu un nul, un nulos. Bon, on sait qu'à la fin, il va devenir fort. En tout cas, il va devenir en tout cas plus charismatique. Mais là, c'est dommage qu'on s'y attarde pas plus. Hein, on a quelques bribes d'informations dans le premier livre. Dans le troisième, c'est complètement ignoré. C'est un livre que j'ai beaucoup plus apprécié que le film. C'est un point positif, même si je ne critique pas l'adaptation. Il faut quand même souligner ce point-là. Et ce qui est intéressant, c'est, comme je l'ai dit, la fin. Le dénouement final, les révélations finales. Je trouve que c'est bien fait. Sur les précédents livres, c'était fait sur un seul chapitre. Là, le dénouement, les révélations sont faites sur 2-3 chapitres, il me semble. Donc c'est quand même plutôt intéressant. La fin est mieux calibrée par rapport au précédent livre. Et surtout, on met en place des éléments pour le prochain livre qui nous donnent envie de lire le 4e livre de la Coupe de Feu, notamment le retour de Voldemort, avec la domination, le professeur Trelawney qui fait une prophétie, une prophétie, hein, je crois que c'est ça, ça fait une prophétie, quoi, où elle dit que le serviteur de Voldemort ira le rejoindre à ses côtés, jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 20, je crois. On ne sait pas trop qui c'est, ce serviteur, on commence à apercevoir qui c'est, on se doute de ce qui va se passer. Donc c'est prévisible encore une fois, mais c'est également quelque chose d'intéressant, où elle parle d'un retour de Voldemort, on se demande comment ça va se passer, on est intéressé de voir comment ça va se passer, on sait que ce ne sera pas développé dans ce livre-ci, mais que ce sera développé dans le prochain, et ça donne envie. Et on parle également d'une Coupe du Monde de Quidditch. Une Coupe du Monde de Quidditch, rendez-vous compte, dans le prochain livre, on aura droit à une Coupe du Monde de Quidditch. Ça va être super intéressant. Donc voilà, ce que j'avais à dire, beaucoup de points positifs, comme je l'ai dit. Très peu de points négatifs. Malheureusement, les points négatifs, c'est quand même... ils prennent quand même de la place, surtout ça gâche la fin, en fait. Les points négatifs gâchent surtout la fin et une petite partie de la lecture avec l'intrigue de l'hippogriffe. Est-ce que je mets vraiment au-dessus ce livre par rapport au premier livre, donc par rapport à l'école des sorciers? Je le mets au-dessus de Harry Potter et la Chambre des secrets. Ça, c'est clair. Est-ce que je le mets à égalité? Est-ce que je le mets au-dessus? Bon, je pense que j'ai vraiment apprécié ce livre. Un côté peut-être trop enfantin qu'on ressent. Très facilement, très difficile à décrire ici, mais un côté enfantin qu'on ressent encore un peu, qu'on ressent moins par rapport au premier, mais qu'on ressent quand même un petit peu malheureusement. Je mettrais 7 sur 10, 7,5 maximum. Voilà, 7, 7,5. Il est au-dessus que le premier, je pense. Donc pour l'instant, mon classement, ça fait en 1, Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. En 2, Harry Potter, l'école des sorciers. Et en dernière position, Harry Potter et la chambre des secrets. Je pense que j'ai été un peu long, mais j'avais besoin de développer tout ça. C'est plutôt intéressant, ça veut dire que je m'améliore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu le livre récemment. Si vous lisez le livre en même temps que les critiques, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous vous rappelez, si vous vous rappelez du livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des points que je peux améliorer pour les prochaines critiques. Moi j'ai l'impression que je m'améliore, en tout cas dans le domaine, c'est plutôt intéressant. J'aime faire ça. C'est pas ma passion, mais c'est plutôt intéressant. C'est un exercice auquel je me plais. Et rendez-vous d'ici 1 ou 2 semaines à peu près pour la prochaine critique, la critique de Harry Potter et la Coupe de Feu. Les amis, c'était un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Si vous voulez voir les prochaines critiques, abonnez-vous à la chaîne YouTube.
Les prochaines critiques arriveront dans les prochaines semaines. Aux alentours, la prochaine arrivera, comme je l'ai dit, dans une semaine, 2 semaines à peu près. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la disliker si elle ne vous a pas plu, à la partager cette vidéo auprès de vos proches, si ça peut les intéresser. La chaîne ne parlera pas que de Harry Potter, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement le projet de l'été. Hein, je le dis, je le répète. Et en tout cas, moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Et à très bientôt. Ciao tout le monde.